Je vous fais une intro de l'intro. Je suis en train de monter l'épisode parce que je pense qu'il faut que je vous explique quelque chose. Cet épisode, honnêtement, c'est l'un des plus incroyables que j'ai enregistré sur la leçon. Là, je suis en train de le réécouter parce que je fais le montage et je me dis putain, mais il est magistral. Mais, et il y a un gros mais, donc je préfère vous prévenir d'abord. On était parti sur un échec avec Guylaine, on s'était dit ouais ça c'est intéressant et tout, et puis avant de commencer je vais poser une petite question super anodine sur une anecdote de son tournage sur le film de Benedetta de Paul Verhoeven, et en fait c'est parti en discussion sur 20-30 minutes sur toutes les coulisses du film, c'était incroyable. Elle m'a parlé de l'histoire parce que c'est une histoire vraie, Benedetta. Elle m'a raconté le chef lumière, le chef des costumes, etc. Et puis sa vision de la vie. Et l'épisode, il est ouf. Et à un moment, vers peut-être 10-15 minutes de l'épisode, dans ma tête, je me dis ok, fuck la leçon. En fait, ce qui se passe là, c'est trop intéressant. J'ai pas envie de la couper pour parler d'un échec peut-être un peu plus classique. Juste qu'elle raconte, c'est tellement intéressant que j'ai envie d'en savoir plus. Donc m'en voulez pas. Je vous jure que cet épisode vaut le coup, même s'il est différent. Vous me direz. Je vous fais un gros bisou et puis je vous laisse avec l'épisode. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Guylaine Londez. Avec plus d'une 40aine de films à son actif, des apparitions télévisuelles tellement nombreuses que je n'arriverai pas à les compter, notamment un épisode culte de 10%, des rôles pour Paul Verhoeven, Valeria Bruni Tedeschi ou encore Bruno Podalides, la carrière de Guylaine est impressionnante. Mais outre l'actrice, moi c'est Guylaine tout court que j'adore. Nous sommes rencontrés au festival de Dieppe où nous étions membres du jury. J'ai adoré ton côté franc, ta part enfantine que tu n'as pas perdue et surtout ta simplicité. Et puis aussi, et ça, je pense que le métier d'actrice, certainement pour beaucoup, tu es la meilleure pour raconter les histoires. J'adorais nos dîners où moi j'étais accrochée, j'étais avec mon verre devant et j'étais là, vas-y, Guylaine parle. On m'en rappelle plus, tu vois. Ouais, c'est le vin. C'est oui, le vin. voilà, sûrement. Non, mais c'est parce qu'en fait, on est tous pareils. Quand on raconte une chose qui nous a émus, touchés, ou qui a carrément travaillé même notre esprit, notre âme, et qui nous a fait avancer ou pas, on en est tous là, non? On est tous quand même baba. Ouais. Quand quelqu'un nous raconte quelque chose, tu as fait pareil, ma belle. On t'a écouté. D'ailleurs, c'était très agréable parce que on s'est tous bien écoutés dans ce festival. On s'est tous adorés, surtout. On a eu de la chance. On a aimé être ensemble. Exactement. Et c'était un grand bonheur, du coup. Et voilà. Donc, en fait, quand quelqu'un a quelque chose à raconter, franchement, en général, on l'écoute, hein. Bon, ça tombe bien, on est dans un podcast. Allez. On a tout pour enregistrer. On va se raconter plein d'histoires. Allez. Et la première, avant qu'on raconte ton échec, j'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté parce que le premier soir, on a dîné tous ensemble avec les autres membres du jury qu'on embrasse. Oui. Tu nous as raconté un moment du film que tu as tourné, Benedetta, pour Paul Verhoeven. Oui. Plus ce film incroyable, enfin genre baroque. Un film baroque. Tout est plus grand, bigger than life quoi dans ce film. Oui. Et tu m'as raconté la manière de tourner de Paul Verhoeven. Ouais. Bon, déjà, ça m'a trop fait marrer comment tu l'imites. Et en plus de ça, l'anecdote est très intéressante, tu vois, sur les doigts crispés. En effet. En fait, déjà, en tant que comédienne, quand un grand réalisateur veut bien te voir déjà, te rencontrer, donc tu passes déjà un premier casting parce qu'il me connaissait pas. Déjà, tu vois, quand on te dit Verhoeven veut vous rencontrer, waouh, déjà en fait t'as le palpitant qui palpite bien. Donc ça déjà c'est un honneur. Donc j'avais un monologue à travailler, puis j'ai passé le premier tour. En travaillant comme une folle, je voulais tellement la voir. C'était le rôle de Jacopa. Jacopa est une bonne sœur au XVIIe siècle qui a véritablement existé, comme Benedetta, hein, d'ailleurs. C'est une histoire vraie. C'est vrai. C'est une historienne qui est tombée sur l'histoire de Benedetta, en faisant des recherches à propos. J'ai peur de dire des bêtises, mais elle faisait des recherches, je ne sais plus sur quel sujet, j'ai peur de dire des bêtises, et elle tombe sur le premier jugement qui a eu lieu pour condamner, et véritablement condamner, Benedetta, parce qu'en fait, pour lesbianisme, et c'était la première fois, premier jugement pour lesbianisme, ça avait été déjà le cas pour l'homosexualité. Et en plus, on imagine le scandale parce que c'est dans le milieu religieux, enfin c'est double trahison. Exactement. Et donc cette histoire a existé et évidemment
on nous fait passer le livre historique qui a été traduit en français et on lit l'histoire de Benedetta. Et on lit l'histoire en général au XVIIe siècle, les bonnes sœurs, comment elles vivaient. Enfin, c'était très différent d'aujourd'hui. Hein. Les portes étaient ouvertes, les gens de la ville pouvaient rentrer dans les couvents. Ah, je c'est savais ça qui pas. est assez incroyable. C'est à partir justement des Clarisses, le groupe dans lequel on est là, ce sont les Clarisses habillées en noir et blanc, parce qu'il y a les bénédictines qui sont en blanc et bleu. Nous, c'était les Clarisses noir et blanc. Et en fait, à cette époque-là, au XVIIe siècle, on fermait juste les portes des couvents. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'abus, en fait. Pourquoi? À l'époque, c'était que les jeunes bourgeoises qui rentraient dans les couvents. Pourquoi? Parce que les pères devaient amener une dot avec leurs filles. C'est-à-dire comme si, donc, elles se mariaient avec Jésus. Elles se mariaient donc, elles amenaient une dot avec elles. Okay. Et donc, elles étaient pas toutes habillées pareil. Elles ne portaient pas les mêmes tissus, plus ou moins riches, parce qu'elles-mêmes plus ou moins riches, plus ou moins appartenant à des groupes sociaux aristocratiques ou bourgeois. Donc il y avait déjà des différences. Et donc quand on lit le livre de cette Italienne dont j'ai oublié le nom, donc on apprend toutes ces choses-là concernant les couvents, mais on apprend aussi donc l'histoire de Benedetta qui en effet à 9 ans rentre dans un couvent parce qu'à des images, à des visions, à déjà un comportement très particulier. Mais bon, sa mère était très bigote, une grande chrétienne qui, on suppose aussi, a beaucoup déteint sur l'imaginaire de sa fille. N'empêche qu'à 9 ans, Benedetta rentre dans le couvent. Et elle est entourée de bonnes femmes, et notamment de Jacopa, qui était une juive, qui s'est convertie au catholicisme. Ça, on le raconte à peine dans le film, mais on le dit quand même à un moment donné. Ça te va bien, du coup, non? Oui, ça me va très bien parce que, d'abord parce que t'as vu, j'ai évidemment un faciès méditerranéen, donc qui peut être et juif et arabe et italien et espagnol. Italien, ouais. Ma grand-mère était italienne. Ouais. On pense qu'au XVe siècle, on était sûrement peut-être des juifs maranes. Donc en fait, tout ça me. Excuse-moi, il y a Tara. Attends, on va couper cette phrase-là. Ouais. Tara, on met le collier maintenant, on fait dodo. Ouais, Titi. Ouais, tu vois les yeux qu'elle fait. Là, faut plus la regarder. Pardon, putain. Voilà. Ouais, je comprends. Tu sais, je renforce le truc, comment je la fais jouer et tout, tu vois. Pardon. Des juifs maranes. Oui, donc Jacopa m'intéressait, j'avais très envie de le faire. Et j'avais très envie, évidemment, de travailler avec Monsieur Paul Verhoeven. Monsieur Paul Verhoeven, je le rencontre pas dans le casting. En fait, je suis filmée par l'agent qui nous filme. Et donc chaque fois les castings, les visionnages sont faits en Hollande parce qu'à ce moment-là, il est en Hollande, il peut pas venir en France, il prépare le film. Et donc en fait, finalement c'est moi. Donc joie, mais trac monstrueux. Oui. En fait, c'est un monsieur que je n'ai pas rencontré donc avant de tourner. Donc tu dis, j'espère qu'il va bien m'aimer en vrai, du coup. Mon Dieu, oui. Et oui. Et donc en fait, je peux te raconter ça parce que vraiment, tu te rends compte, j'ai plus de 50 ans et. Mais moi, j'adore entendre qu'on a encore le trac à 50 ans. Ça veut dire aussi que t'es pas blasé, tu vois. Ah non. Puis dans notre métier, je crois qu'on peut pas l'être parce que les hauts et les bas sont tellement importants. On a rarement un long fleuve tranquille. Hein. On est rarement dans un long fleuve tranquille. Hein. Donc en effet, on est assez émotif de par la nature que nous sommes déjà. L'essence même de notre métier, c'est une espèce d'émotivité. Mais au-delà de ça, notre métier nous rend extrêmement émotifs. Ouais, c'est clair. On passe par des montagnes russes inouïes, mais intéressantes quand on en sort. Et donc quand j'arrive sur le tournage, Monsieur Verhoeven était dans une abbaye cistercienne à tomber par terre qui est dans l'arrière-pays aixois. C'est pas impressionnant comme décor du tout. Toronnet, l'abbaye du Toronnet, c'est juste à tomber par terre. L'abbaye du Toronnet est juste un lieu inouï. Et donc il y avait on avait été habillés par un grand monsieur Pierre-Jean Larocque qui est un grand costumier en France. Et il faisait tout sur mesure. Donc, et en fait, ce qui est fou, c'est que pour chacune d'entre nous, on était tout habillés en noir et blanc. Donc, comme les Clarisses et comme l'ordination des Clarisses. Mais c'est lui qui a mis le doigt en disant, comme on vient toutes d'un milieu plus ou moins élevé, mais différent,
on avait toutes des tissus évidemment plus ou moins riches. Donc certaines portaient du lin de soie, d'autres portaient de la soie, du coton seulement, certaines. Wow. D'autres portaient du lin tout simplement et d'autres portaient encore plus riches. Et il disait ça va apporter dans l'image qu'on peut avoir de toutes ces clarisses et qui pourrait donner un côté monotone des couleurs et même des textures très différentes sans le remarquer. Tout de même, à l'œil, on peut voir des différences et c'est ce qui l'intéressait. Donc, de la matière. Ça, c'est magique quand tu connais tous les petits détails d'un film comme ça, mais waouh. Pierre-Jean Larocque, ouais. Il carrément devant ton visage, je m'en souviendrai toujours, c'est la première fois qu'à ce point-là, il était avec son assistante japonaise et il disait, Guylaine est un peu celle qui est l'économe, qui s'occupe un peu, qui est un peu, comment dire, qui s'occupe de tout ce qui concerne l'intendance exactement, et donc du coup il faut que ce soit aussi pratique. Eh oui. Mais alors il commence à regarder des noirs sur moi, donc il commence par les beiges en disant qu'est-ce qu'on lui prend, beige jaune, beige blanc, beige gris non, beige doré, beige non, et en fait il m'essaye toutes sortes de tissus en lin qui avaient a priori la même couleur, mais qui n'étaient pas de la même couleur, pour regarder par rapport à ma peau que ce soit le plus rayonnant possible. Sympa le mec. Il passe le noir, en effet, puis t'es pas le rôle principal, donc déjà qu'on prenne soin de toi comme ça. Et il prend les tissus noirs de la même façon, il dit un noir jaune, un noir bleu, un noir rouge, noir, enfin bon déjà... En fait, on te met quand même dans une condition déjà d'élu, je dirais presque, parce qu'en fait, on prend soin de toi dès le départ. Bref, j'arrive sur le tournage et ils étaient tous en train de travailler parce que j'avais pas commencé dès le matin, moi, mais je les rejoignais l'après-midi. C'est un peu intimidant, non? De ouf. Ouais. Mais la veille, tous les gens qui avaient commencé à travailler avec lui me disaient, mais Guylaine, tu vas voir. Je dis, ça fait 15 jours que je dors pas tellement j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. J'avais un trac de fou, de jeune fille, en effet. Ouais. Et j'arrive, et la veille, tous les gens me disent, viens boire l'apéro avec nous, ça va te détendre. Tous les autres acteurs, extraordinaires, m'ont accueilli extraordinairement. Donc, on a bu l'apéro et m'ont dit, Guylaine, tu verras demain. Tu verras, il n'y a rien de plus simple que de travailler avec cet homme-là. Oh. Donc, je me détends un peu et je passe un très bon mois avec eux. Donc, le lendemain, je me retrouve donc à l'abbaye du Toronnet et Verhoeven est un peu loin et j'attends qu'il ne soit plus vraiment occupé pour m'approcher, pour me présenter. Je m'approche parce qu'en fait, il m'avait vu passer le casting sans mes cheveux puisqu'on avait mis une espèce de tissu pour enlever toute ma chevelure pour avoir que mon visage. Et donc, j'arrive avec mes gros cheveux parce qu'on m'avait pas encore coiffé. Et je fais Tes belles boucles. Monsieur Verhoeven. Et il se retourne comme ça. Et il me regarde, il me fait Paul. Oh. Je fais Paul et je m'approche comme une petite fille en effet. Je fais je suis Jacopa. Il me fait oui Guylaine, je sais. Ouais. Et il est parti. Donc en fait c'est un homme qui n'est pas dans le bonjour, ça va, ça se passe bien, c'est sympa. Oh, je suis trop content. Non. Il est dans le travail, Donc il n'a pas été froid ni désagréable, c'est juste qu'il m'a fait déjà il m'a dit Paul. Donc j'allais l'appeler Paul et puis il dit je dis oui, je suis Jacopa. Oui, Guylaine, je sais. Ouais, donc, et puis il se rappelle de tous les prénoms voilà, aussi, un très beau regard. Bon voilà. Et arrive le jour où ce que tu veux que je raconte, c'est que j'avais déjà tourné donc quelques jours avec lui et c'était déjà comment dire un maître. J'ai très rarement ressenti ce que j'ai ressenti sur le tournage de Verhoeven, même si il y a des tournages, j'ai tellement aimé tourner avec pratiquement tout le monde. Mais lui avait un truc en plus. D'abord, c'est un monsieur qui a plus de 80 balais. Donc c'est un homme qui n'a plus rien ni à cacher, ni à prouver peut-être aux autres. Parce qu'en fait, ce que je sentais, c'est qu'il avait des choses à prouver à lui-même. Ah ouais? Et qu'à lui-même. Okay. Parce qu'en fait, quand il dirige, il te regarde avec ses grands yeux vibratoires, 2 perles noires, extraordinaires. C'est un homme très élégant, se tient très droit, avec avec cette attitude cool et tranquille des Américains. Il y a quelque chose comme ça. Clint Eastwood un peu, non? Oui. Parce que Clint Eastwood, j'ai l'impression qu'il a ce truc-là. Cette dignité, cette élégance, et en même temps, à plus de 80 balais,
une allure, une élégance folle parce qu'il est fin. Tous les matins, il allait quand même faire 1 heure de natation avant de commencer à tourner. Vache, il est plus sportif que moi. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et donc en fait, j'avais déjà tourné avec lui, donc j'avais déjà aimé cette vibration. Et quand j'avais lu le scénario, il y avait une phrase il y a une phrase qui m'a hantée pendant 3 mois parce qu'on travaille aussi, on est des gens qui travaillons beaucoup avec la rêverie. Nous ne sommes pas forcément des gens concrets. Le concret arrive bien plus tard. Ah ouais. Le concret arrive véritablement sur le tournage. Okay. Avant, on est tout seul dans son coin et on travaille un personnage et on est tout seul. Moi, j'ai pas de coach, j'ai jamais pris de coach. J'aime travailler toute seule, mais par contre, j'aime beaucoup rêver autour avant d'y mettre même quelque chose de très précis. Par contre... Une question, pourquoi pour le ressentir avant de l'intellectualiser? Oui, et peut-être aussi, tu sais quoi, pour enlever tout ce qui serait les premiers degrés d'une compréhension d'un personnage. Tu vois, parce que je réalise, et même en tant que spectatrice, je vois quand le travail n'a pas été fait, ou quand le travail est empêché, ou Dieu sait quoi, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que, tu vois, si tu dis à quelqu'un et que t'as pas travaillé avec quelqu'un de particulier, donc dans une situation particulière, un personnage particulier, si tu dis juste « je t'aime », je n'entends rien, moi. D'où il vient le « je t'aime ». Tu sais bien que dans une relation, nous savons tous que dans une relation, beaucoup de choses sont en jeu. Beaucoup de choses peuvent être en jeu. Pour certains, il y a de l'humiliation en jeu, il y a de la violence en jeu, il y a une immense tendresse en jeu, il y a une revanche en jeu, il y a de l'orgueil en jeu, il y a tellement de je t'aime possible dans une situation. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on a besoin de rêver pour que le je t'aime qu'on adressera à la personne et au personnage que j'aurai en face de moi et que moi-même je devrais donc donner, et donc donner une ligne et envoyer, il faudra qu'il y ait une clarté, ce je t'aime. Si c'est un je t'aime à quelqu'un que je vais quitter, dont je sais que c'est la fin, ou c'est la fin de l'histoire, le je t'aime va être un je t'aime pour moi déchirant, ça va être je t'aime. Tu comprends? Faut avoir une sécurité dans la volonté qu'on veut mettre dedans. Aussi. Donc, et il faut rêver pour ça. Et il faut avoir compris un peu l'historique de tout. L'historique de tout, en fait. Tu vois, toi, ton parcours perso, les épreuves que tu as vécues, est-ce que ça te nourrit là-dedans, ou alors est-ce que tu laisses complètement s'échapper ta vie perso et tu dis non, c'est quelqu'un d'autre encore, ces rêveries-là, tu vois? Forcément, ça passe par moi. Donc c'est moi le canal. C'est par moi que passe. C'est moi qui suis le canal. Donc c'est par moi que passent les émotions. Donc forcément, la lecture que j'ai du personnage, c'est une lecture forcément subjective. J'en ai forcément, même si j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur histoire, j'ai pu observer les gens, j'ai pu vivre les situations, même si elles ne m'étaient pas destinées, ou des drames, j'ai pu les constater et les traverser et les voir vivre par les autres. Il n'empêche que le prisme est le mien, c'est-à-dire c'est par moi que ça passe. Donc, c'est par mon semis que les pépites, je vais les trouver, parce que c'est moi qui dois trouver les pépites si j'en trouve. Et ben justement, qu'est-ce que tu te sers Non, c'est pas très français cette phrase. De quoi tu te sers pour jouer Jacopa? Ah, alors là, c'est... J'ai envie de te parler 10 000 heures de ce tournage. Non, au contraire, je suis en train de me dire, fuck it, la leçon, j'ai envie d'avoir cet épisode. C'est pas grave, t'as raison en plus, parce que c'était vraiment passionnant. En fait, figure-toi, je lis un énorme scénario. Au départ, le scénario était énorme. Normalement, on avait 3 heures de film, et finalement, le film a été raccourci à 2h10. Ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est énorme, malheureusement. Maintenant, ça se fait beaucoup, j'ai l'impression, les 2 Voilà, heures. Malheureusement, il faut rentrer dans les cases du cinéma et tout ça, mais des horaires et tout ça. Mais en fait, quand je lis cet énorme scénario, que j'adore passionnément, c'est passionnant. C'est comme un polar. J'ai tourné les pages comme un polar, donc c'était vraiment passionnant. Et je lis à un moment donné, à propos de Jacopa, donc mon personnage, Jacopa meurt dans d'atroces souffrances.
Alors, c'est ouf parce que Ouais. à un moment donné, on l'entend parler, on sait qu'elle est juive, donc elle s'est convertie au catholicisme. On comprend qu'en fait, en effet, c'est l'intendante. On comprend que c'est elle, en effet, qui fait partie du groupe pouvoir du couvent avec Charlotte Rampling et avec aussi Virginie Efira qui joue Benedetta. Mais au moment où je lis ce scénar, Jacopa meurt dans d'atroces souffrances. Je rigole parce que je me dis, alors là, va trouver l'expérience personnelle, tu vois, genre Dieu merci, Oui. nous sommes belles et bien C'est vivantes. Bon, Alors, elle meurt dans d'atroces souffrances parce que aussi, ma belle, elle se fait mal. C'est-à-dire, elle fait partie de ces êtres de chair qui, pour faire entendre à leur corps raison et que la raison prenne le pas sur le corps, vont meurtrir leur corps pour qu'ils leur obéissent. Tu comprends? comment ça s'appelle? C'est des... Attends, excuse-moi, Merde, j'ai c'est tout dans le oublié. Da Vinci Code aussi, ils Oui, font ça. ils peuvent se... C'est des... des- Attends, je réfléchis. Ils se font des... En plus, je fais le Flagellation. geste. Flagellation. Oui, merci. mais il y a Je fais le des- geste, mais c'est un podcast, Il donc y c'est a, pas très malin. t'inquiète pas, il y a un terme de toute façon avec ces objets et tout ça. Si, c'est- S'il y a des ceintures, tu sais, avec des clous. Et ça, il y a des- Attends, je vais googler le truc, ça Ouais, m'agace. regarde. Ça Vas-y, m'agace. regarde. J'ai oublié le terme aussi. Attends, je me rappelle plus non plus. Comment je vais dire douleur infligée. Objet euh, pour s'infliger les cadeau. flagellations, non, tu sais? Mais c'est des flagellations. Mais non, il y a pas solstice, mais il y a un sort de terme comme ça. Catholicisme. J'ai oublié le nom aussi. Ça m'agace. Flagellation. Il va être sympa mon historique sur Google. Tout va bien, tu sais, je vais avoir un petit message de Google. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh là là. Flagellation. Ouais, il y a un objet qui existe. Hein. Mais tu sais, il y a des ceintures, il y a avec des clous, il y a toutes sortes de choses. Hein. Quand tu penses que certains font ça encore dans des sûr. groupuscules, Bien sûr. merde, je trouve pas. C'est pas grave. Bon, du tout. tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Si vous trouvez le mot, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pas Instagram. grave. Oui, donc elle se provoque des blessures Oui. pour prouver sa On pureté. suppose que oui, que c'est ça, ma belle, exactement. Et donc, elle le souffre terriblement d'un mal. On n'a pas nommé lequel, mais on Infectieux. suppose voilà. Donc, en fait, au niveau du sein, il y a une purulence qui va la mener jusqu'à la mort, bien évidemment. Puis à l'époque, de toute façon, voilà. Et puis elle dit rien, c'est secret. Donc, à un moment donné, je suis avec Paul Verhoeven sur le tournage et on joue la scène d'une prise de pouvoir de Benedetta sur Charlotte Rampling, qui est devant sa mère supérieure. Elle veut prendre sa place. Donc, au-dessus de ma couche, en fait, il y a une scène qui se déroule qui est assez puissante entre Louis Chevillotte, Charlotte Rampling, Virginie Efira. Elles se disputent le pouvoir, les trois, mais un peu, tu sais, d'une façon un peu tacite et assez froide. Mais on dit Jacopa meurt d'atroces souffrances. Donc en fait, longtemps, je suis restée avec cette idée de cette mort, comment j'allais mourir. Est-ce que il allait y avoir des cris, il allait y avoir beaucoup de mouvements physiques, est-ce que j'allais et puis d'un coup, je décide une chose, c'est que je vais mourir étouffée, en m'étouffant en fait. Je vais m'étouffer. Donc, ce jour-là, on tourne perpendiculairement à mon lit, c'est-à-dire la caméra est perpendiculaire à mon lit et on est au-dessus et avec la scène importante de Virginie, de Charlotte et de Louise. Donc je ne sais pas si on va filmer ma mort, aucune idée. Et non. Et oui, et puis Elle était en enfilée, puis elle disait que j'étais en train de mourir, donc on n'était pas obligé de tourner ma mort. Sauf que j'avais vraiment ces 3 mois la mort en c'est-à-dire, des fois, on est un peu comme des chamans, c'est-à-dire que je me rappelle, je me promenais au but de Chaumont, je marchais, et c'était un souffle que je cherchais, je voyais bien que je cherchais un endroit intérieur à moi, je plongeais dans quelque chose, et je sais que j'y allais pour trouver une voix aussi, pour avoir une voix très différente, c'est-à-dire que Jacopa, là, j'ai une voix assez légère, mais en fait, j'avais envie d'une voix plus profonde. Et pourquoi? Pour le pouvoir?
pour le pouvoir et peut-être parce que pour moi, Jacopa, c'était elle qui détenait pour moi la foi. Les autres, pour moi, avaient trop d'orgueil. Tous les personnages pour moi, de Benedetta sont des très beaux personnages, puissants, mais orgueilleux. Et je voyais que pour moi, c'est la lecture que j'ai faite, tu vois. Je trouve ça trop intéressant. Jacopa, pour moi, c'était celle qui détenait la foi, peut-être d'une façon assez noire et obscure, mais dans cette obscure-là, il y avait une lumière incroyable chez cette femme, qui était de l'ordre donc de la foi avec austérité, mais qui avait la foi profonde, et qui avait, pour moi, un vrai dialogue avec le ciel. C'est vrai que toi, dans ta voix, il y a du soleil. Oui. Et là, peut-être que tu cherchais plus le calme serein de quelqu'un qui sait, quoi. Ou tu sais, qui enlève. Tu sais que j'arrêtais pas de me dire quand je marchais au but de Chaumont, je disais, mes yeux ne vont pas être expressifs, ma peau ne va pas sans arrêt bouger de multiples façons. J'aimerais comme me laver. J'arrêtais pas pendant que je marchais, je disais, j'oublie mon regard, j'oublie de soulever mes sourcils. Putain, c'est dingue. J'oublie de sourire avec la peau, avec mes lèvres, sentir que je suis non pas un masque, mais qu'en fait que tout est intérieur à moi. Pas projeté à l'extérieur, comme quand on fait, qu'on parle avec quelqu'un. Ouais, sociable pour créer la réaction. Ouais. On ouvre vers l'autre. Ouais. Ben là, j'ai fait tout le contraire. Je me suis dit, je vais faire tout le visage intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui sortira de moi ne viendra que de l'extrême profondeur de l'état de la foi tel que je l'imagine chez des êtres qui ont vraiment la foi, et d'une certaine façon, elle plutôt en effet très austère, puisqu'elle était austère, parce qu'il y en a qui sont très lumineux avec leur foi, comme Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle est un rayon extraordinaire que j'adore, mais que j'adore. Ben, je voulais être un peu l'inverse, c'est-à-dire une Jacopa, de toute façon le personnage était écrit comme tel, était plus noir. Donc, je suis allée à l'intérieur de moi. C'est hyper intéressant. Je me rendais pas compte du travail, mais ne serait-ce que enfin, tu réfléchis jusqu'au sourcil de ton personnage, quoi. Oui, pour, en fait, enlever toute séduction. Elle n'est pas dans la séduction. Ouais. Elle va à l'intérieur d'elle-même et qu'à l'intérieur d'elle-même. Et puis, en plus de ça, même si elle, c'est un couvent? Oui. Oui, leur couvent est ouvert. Elles se sont quand même retirées du monde. Oui. Donc toi, tu rentres tes émotions à l'intérieur. Oui, tout à fait. J'adore, je trouve ça trop intéressant. Et là, à l'époque, les couvents sont fermés au XVIIe siècle. Mais avant, avant, c'était, on peut encore les ouvrir là, mais ça y est, les limites ont été posées. Parce qu'en fait, plein de bonnes sœurs pouvaient être enceintes, parce que des hommes venaient coucher avec des femmes. C'était des bourgeoises en plus qui rentraient dans le sens où et puis elles n'avaient pas choisi leur forcément. Vie, les pauvres. Voilà la foi. Bref. Et donc je disais pas que c'était Dieu qui un bébé miracle, un petit Jésus d'eux. Il a fallu de longues je pense de longues épreuves ou de longues histoires pour arriver aujourd'hui à ce que un couvent soit protégé de l'extérieur et que ce soit un choix délibéré de rentrer dans un couvent et de pouvoir en sortir quand on le désire aussi. C'est-à-dire être libre en rentrant, libre de sortir et libre à l'intérieur tout en ayant des règles, je pense, très strictes. Puis ça dépend des groupes de prière et tout ça. Et donc j'arrive au jour de la mort. Donc il tourne toute la journée sur les trois bonnes femmes qui se disputent donc le pouvoir. Et je me dis tu donnes tout, même si tu te dis voilà, mais je dois me taire. N'empêche que je me tais puisque le son est sur elle et que moi, on me voit bouger un peu, de temps en temps gémir, mais c'est tout. Mais je ne sais pas si on me filmera finalement. Mais alors que mon travail pendant 3 mois a été axé, pour moi, le travail est déjà parti de cet entrefilé. Jacopa meurt dans d'atroces souffrances. C'est comme ça que l'austérité, donc elle se faisait mal. Mais la foi grande, la pureté de cette femme, en tout cas, sans orgueil, plutôt finalement très humble, quelque chose de très profond et de très humble, et en même temps orgueilleux, pour imaginer qu'elle ait une si belle foi, parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'orgueil chez moi aussi pour l'imaginer comme ça. Donc, fin de journée, et là, Paul Verhoeven dit à Jeanne Lapoirie, grande chef-op, une des plus grandes aujourd'hui au cinéma,
il lui dit, où est-ce que tu mets la caméra? Je me dis, ah. Ouais, j'écoute là. Et là, elle dit, on reste là. Et lui, il fait, non, on met ici la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, il change d'axe et en fait, il met la caméra en face de ma couche. C'est-à-dire en face de moi. Et je me dis, yes. Il va filmer la mort. Et donc, à ce moment-là, déjà, ça faisait 3 mois que je rêvais qu'on filmerait cette mort. Ouais. Je crois, alors tu me posais la question, je crois que j'ai pensé à cette mort profondément. Je pense que c'est parce que ma grand-mère est morte étouffée et que je pense c'était important pour moi de jouer la mort, pas de ma grand-mère, de traverser quelque mais chose. de traverser quelque chose qui m'avait bouleversée totalement à 18 ans. Parce que j'adorais ma grand-mère. C'était la preuve, voilà. Et du coup, il met donc la caméra en face de moi et là, il vient s'asseoir alors qu'il m'avait pas parlé de la journée. Il m'avait pas regardé, mais on s'en foutait, je te dis. Quand il était dans le travail, dans ce qu'il a à faire, il mélange pas tout. Là, c'était à moi, et elles étaient parties, les femmes. Et donc, il vient auprès de moi, sur le lit. On m'a vieilli, on m'a mis des gouttes de sueur, on a graissé mes cheveux. C'est une femme qui transpire, qui a la fièvre depuis des jours et qui est en train de mourir, donc. Et donc, on m'avait granulé un peu la peau, enfin, abîmé un peu la peau, etc. Ça met combien d'heures de maquillage, ça? 1 heure, je dirais. Et ça fait bizarre de se voir vieillir? Non, c'est magnifique en fait. Ah ouais? C'est magnifique parce que on te met des petites deuxième peau qu'on fripe, on les colore d'un peu plus marron. Ouais. On met des taches marron. On met du rose parce que les yeux sont fatigués. Tes cernes, on les rosit, on les bleuit un peu. Et voilà, on te met plein de taches. Enfin, c'est assez intéressant, vraiment. Et donc, il vient vers moi, il s'assied et il me regarde avec ses beaux yeux, ses 2 perles noires profondes. C'est un homme passionné, hein. Et il me regarde et me dit, Ghislain, quand mon grand-père est mort, accroché à la vie, comme ça. Et il prend les draps et entre ses mains, il froisse et il s'accroche en effet au drap. Et il me regarde, comme il le fait toujours, il fait peut-être, peut-être pas. Ce qu'il te dit toujours quand il dit peut-être, peut-être pas, c'est qu'il te propose quelque chose et c'est une façon à lui de dire, tu fais comme tu veux. Tu prends cet événement que je te donne ou pas. Donc tu fais comme tu veux. Et il ne te parle pas comment tu vas mourir, comment tu vas t'y prendre, rien. Il ne te parle jamais du travail que normalement toi tu as fait. Ouais. Et il dit toujours, c'est ton problème. Une fois, une comédienne lui avait posé des questions, mais là, Paul, il faisait, c'est pas mon problème. Okay. Et donc en fait, il ne parle jamais de ce que tu vas faire. Il te dit, ok Ghislain, ok pour toi. Et là, il part. Donc je le vois me quitter et au bout du couloir, il se retourne avant de prendre à droite un autre couloir et donc de disparaître. Il me regarde, il me fait, Ghislain, c'est pour toi. Que pour toi. Waouh. Je frémis de la tête aux pieds parce que ce qu'il m'envoie, c'est vas-y, fais ce que tu veux, c'est comme tu veux, c'est ton moment. Et là, j'entends de loin comme ça, action. Et je commence à attraper les draps comme il me l'a demandé, et j'envoie enfin tout ce à quoi j'avais pensé dans cette mort, et j'y vais quoi. Et je me lâche et il fait tourner très longtemps. J'ai cru même que j'allais crever parce qu'en fait c'était très long. Ah bah c'était réaliste. Hein. C'était réaliste. J'ai cru que j'allais crever. C'était parce que j'étouffais de plus en plus et en fait il a laissé tourner. Et bon, on finit par évidemment arrêter le plan. Et il vient comme ça et au bout du couloir je le vois, il saute à pieds joints. Il vient vers moi à grands enjambées et il me fait un smack, il me prend mon visage et il me fait un smack et il me regarde genre tu m'as donné ce que je cherchais et moi j'avais enfin donné ce à quoi je pensais depuis 3 mois. 3 mois à penser à cette mort qui était la base même de mon travail, je dirais, cette mort. Ouais. Enfin les deux, on va dire, on s'est rejoints au moins pour ça. À ce moment très précis parce que j'ai vu que c'était aussi important pour lui que pour moi. Ouais. Il parlait de son grand-père et moi j'ai parlé de ma grand-mère.
et une d'une amie à moi qui est morte aussi. Et je crois que dans cette mort-là, j'ai rendu hommage, on est un peu comme ça aussi, j'ai rendu hommage à ces deux personnes qui m'ont bouleversée quand elles sont parties. Ça a été un vrai bouleversement. J'ai rendu hommage, voilà. Oui, donc c'était un film, ça. c'est pour l'éternité. Et oui. Et Paul Verhoeven, tourner avec lui, c'est juste magique en fait. Mais tu devais être sonné après cette journée-là parce que la chape de pression que tu devais te taper avant d'y aller et le final qui se passe encore mieux que ce que tu aurais imaginé, un smack de Paul Verhoeven, on pas. On se dit voilà. Tu devais être épuisé. Ben c'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai cherché un état. Je dirais pas que j'ai cherché un état particulier où aller en moi pour trouver la chose la plus juste que je pourrais trouver, en effet, pour signifier la mort. Non pas pour la traverser, parce que non, mais pour aller le plus loin possible dans une sensation de quelque chose, j'imagine, quand on meurt, dans les morts que j'ai pu voir, puisque j'ai accompagné mon père aussi, j'ai pu voir leurs yeux. Il y a des choses qui m'ont marqué, comme des yeux qui partent dans les profondeurs. Ils sont plus devant. Ils vont loin là-bas, ils deviennent gris, comme des lacs. Ça devient des lacs très profonds, où, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'expression. On part dans des limbes. Et j'avais envie de trouver cet état de limbe profonde. Donc voilà, un tournage qui m'a passionnée, avec un homme passionné qui a plus de 80 balais, qui veut se prouver, tu sais quoi, il voulait prouver à lui-même. Je sentais une vibration qu'il cherchait tout le temps, en fait. Donc, il veut rien prouver, d'ailleurs, ni à lui-même, ni à personne, juste de trouver une vision. Vivant, il est plus vivant que nous tous réunis, c'est ça. Il est passionnant. Tu sais, je parlais de Clint Eastwood tout à l'heure, mais moi, je trouve que c'est Clint Eastwood, on voit encore un jeune homme en lui, hein. Il est encore de ce monde, hein. Je suis pas en train de dire une connerie. Je crois qu'il a 93 ans, non? Oui. Il a 93 ans. Il est en train de tourner son dernier film, là. Ah ouais? Il a dit que c'était son dernier. Putain, il m'a pas proposé. Et à moi aussi, pareil. Il m'a pas proposé. Non, lui pareil, je pense que c'est des hommes. T'aurais été bien dans un Clint Eastwood. Oh là là. Écoute, en tout cas, c'est des messieurs, en effet, qui ont un certain âge et en fait, non. La vision de ce qu'ils cherchent, ou en tout cas ce qu'ils cherchent, ils cherchent une vibration. Et quand ils te regardent, ils appellent cette vibration. Ils te mettent carrément même sur le diapason de leur vibration. Putain, c'est dingue, ils ont une énergie particulière. Rien qu'avec leurs yeux, ils te mettent sur la voie de ce qu'ils cherchent. Et c'est quoi? C'est un aura particulier? Parce que j'ai l'impression que pourtant, c'est un monsieur qui est discret et effacé par ailleurs. Et timide. Paul Verhoeven est un monsieur très timide et réservé. Il a choisi un métier où t'es entouré d'une équipe immense. C'est fou. Hein. Oui, c'est fou. Mais tu vois, sur son tournage, ils avaient tous des tout petits micros. Donc, on n'entendait aucun bruit. Ok. Il y a pas des gens qui faisaient, ah, là-bas. Non. Tout le monde parlait. Ça peut pas fonctionner avec l'ambiance de toute façon. À l'oreillette. Il y avait pas un bruit. Et en fait, du coup, dès que les choses se passaient, elles avaient une ampleur. Alors que tu vois, souvent sur des tournages, il y a beaucoup de bruit, les gens font du bruit, les gens parlent, enfin c'est normal. C'est la pause déj pour certains. Attention, voilà, c'est normal. Bah oui, puis les techniciens travaillent, ont besoin de parler fort et de faire du bruit, enfin c'est évident. Mais lui, c'est comme s'il avait demandé à ce que tout soit sur des feutres, des feutrines, pour qu'on n'entende aucun bruit. Donc en fait, quand les choses arrivaient, c'était un événement en fait, parce que là tout d'un coup il s'arrête, il vient te parler quoi. et non, même pas sérieux, dis donc. C'est-à-dire que ce qui est fort, c'est important, mais ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que c'est un homme, il se prend pas du tout au sérieux. C'est ce que il se prend pas pour. Il a une humilité inouïe. Juste ce qui le porte et le pousse, c'est cette vibration d'une vie qu'il veut totale de toi. Au moment où je vais mourir, au moment où on se parle, il veut le profond de toi. Il veut pas justement le par-dessus tout. Non, il veut le par en dessous tout pour avoir ta vraie vibration.
pas celle de n'importe qui d'autre. Je serais curieuse de savoir si tous les tournages de Paul Verhoeven se passent comme ça. Est-ce qu'il y a un sort de calme qui réside, ou alors est-ce qu'il s'est dit bon là on tourne quand même dans un dans un pas un monastère, merde, je disais le mot tout à l'heure, Abbaye. un cloître, une abbaye. Abbaye, ouais. On tourne dans une abbaye qui impose, mais il y a une ambiance particulière. Beauté, la lumière est à tomber. Et je me dis que vous, ça devait vous aider quand même dans l'ambiance de vos personnages d'avoir un les calme comme ça. Les costumes aussi, ma belle. Ah ouais, ça doit être impressionnant. C'était hyper beau parce qu'on. Mais à la pause déj, ça devait être trop drôle, non? Bon, on enlevait au moins notre voile, mais on gardait tout. Sauf on portait des petites blouses pour pas tacher nos vêtements, quoi. Ouais. Mais c'était fort, hein. C'était vraiment fort. Hein. Alors, j'aimerais savoir si par ailleurs, est-ce qu'il y a plus de bruit ou alors est-ce que c'est toujours comme Aucune ça idée. Tu vois, faut que t'en fasses un avec lui, je pense. Aucune idée. Mais tu vois, Virginie Fira et moi, un jour, on s'est retrouvés à déjeuner ensemble à la cantine. On s'est regardé, elle m'a fait toute ma vie, je veux tourner avec cet homme. Je veux tourner avec cet homme toute ma vie. Et avec les autres acteurs, on disait la même chose. Ah ouais. Toute la vie, on veut tourner avec lui. Tellement c'est passionnant, c'est simple, passionnant. Important, mais sans se prendre au sérieux, vibratoire, l'âme partout, et en même temps l'humour partout, et en même temps la vie partout. Donc c'est riche de beaucoup de choses, quoi. C'est et puis quand on a un homme comme ça qui impose cette ambiance-là, bah tout le monde est tellement heureux de travailler que ça se répercute forcément. Exactement. J'imagine. Et puis il y avait pas tout de star system, de rien. Tout le monde était à la même enseigne. Donc il y a quelque chose comme ça aussi de beau, parce que juste en groupe, ensemble, c'était beau. Et ils traitaient tout le monde de la même façon. Parce que des fois, c'est pas le cas, parce que en France on a davantage de hiérarchie. Lui, il travaille déjà davantage comme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire il y a moins de hiérarchie. Ah ouais. Oh oui, en tout cas, qu'aux États-Unis, au contraire, il y avait un sort de truc de dingue. Dans la technique, chacun est à sa place et à son poste. Il doit garder bel et bien son poste. Et puis en effet, les acteurs sont à part et tout ça. Mais dans ce que j'ai pu faire, il n'y a pas cette hiérarchie de noblesse ou de codes sociaux. C'est chiant, j'ai déjà entendu ça. On n'est pas là avec des gens comme ça. Parce qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a, on n'a plus rien à foutre. Et puis qu'il soit le réalisateur, ça lui donne pas plus de pouvoir. Il a juste, tu sais quoi, ça lui donne juste la vision d'un homme qui cherche quelque chose. Et c'est juste ça, sa puissance. Je cherche quelque chose, aidez-moi à remplir ce rêve, ce désir que j'ai de ce travail que nous devons trouver ensemble. C'est magique. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Magique. Il y a l'un des plus grands enseignements, je pense, que ma maman m'a appris jeune, c'est vraiment les gens qui sont au sommet, qui ont réussi leur vie, sont souvent les gens les plus humbles qui soient, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et ça me parce qu'ils ont beaucoup eux-mêmes œuvré pour arriver à un rêve qui n'était pas un but à atteindre, mais quelque chose qu'il voulait absolument, auquel il voulait participer. En fait, c'est très différent. C'était pas forcément un but à atteindre, mais plutôt participer, être, faire. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça comme ça. Moi, je voyais plutôt dans le côté où ça me sert parfois quand je rencontre des gens qui je trouve ça la pète. Je me dis oh là là, c'est bon, parce que tu te dis franchement, mec ou meuf, j'ai rencontré des gens qui ont une carrière monstrueuse et qui sont d'une simplicité. Et ma mère me dit souvent, mais c'est qu'ils ont encore des choses à se prouver, et c'est la raison pour laquelle ils sont comme ça. Et parce que elle a raison. Hein. C'est vrai. Hein, moi j'ai rencontré vraiment des grands acteurs, mais qui en effet se la pètent pas. Hein. En fait, j'ai travaillé avec Isabelle Huppert il y a 2 ans. C'était un film d'un Anglais d'origine tchécoslovaque, et en fait, j'ai vu Isabelle Huppert arriver, et Dieu sait si j'avais entendu des choses sur elle. Et en fait, j'ai vu une petite fille. Et quand je dis petite fille, ça veut pas dire que petite, hein, ça veut dire l'énergie d'une petite fille qui va jouer, à s'amuser et s'amuser à jouer. Et là, tu fais waouh, elle m'a impressionnée. Ah ouais. Elle m'a impressionnée. J'ai adoré cette façon qu'elle avait d'être sur le de sur pas le plateau. Avoir oublié. Non, elle était là très humblement. À un moment donné,
toute une matinée, elle n'avait rien à dire, elle était derrière, on la voyait au fond, et elle est restée debout toute la matinée, sans demander de chaise, s'asseoir, boire. Elle est restée toute la matinée, et c'était 4 heures, voire 5 heures, debout, à l'arrière du plan, c'est-à-dire elle n'était pas en premier plan, hein, où nous, on avait juste une connerie à faire. Et je l'ai pas entendue se plaindre ou dire quoi que ce soit. Il y a un truc que je respecte. Il y a un truc que je respecte beaucoup chez elle aussi. J'avais lu ça d'une interview d'elle. Que maintenant elle choisissait les projets qui lui tenaient à cœur et parfois c'était des courts-métrages d'étudiants tout aussi bien que des gros trucs. Bah ouais. Je me dis merde, quand on a sa carrière, mais c'est tellement intelligent. Mais ouais, mais tu sais ce que je sens aujourd'hui, je la sens libre. Elle est libre. C'est comme si tu sais, elle avait dépassé ce que vraiment j'en suis pas du tout là moi. Et je me compare pas du tout à elle dans le cheminement. Une carrière comme celle-là, c'est tellement unique et rare. Non, c'est juste que à l'âge que j'ai et à l'âge qu'elle a, je crois qu'elle a près de 70 ans maintenant, elle doit avoir 68, 69 ans. Ah ouais? Oui, je crois. C'est fou. Ce que je sens en fait et qui m'impressionne, c'est que elle est passée par, je pense, toutes les étapes depuis toutes ces années. Je pense qu'elle a vécu énormément d'événements de toutes sortes, et des hauts, des bas, et qu'en fait aujourd'hui elle a un état, dans ce que j'ai ressenti en tout cas au moment du tournage, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas, mais quelque chose de une égale humeur, tranquille, ni haut ni bas, au centre, tranquille, posée, je suis bien là. Et ça c'est juste passionnant à regarder, parce que du coup elle surtout est bien, pour une hypersensible. Voilà, elle est bien là, elle est bien là. Elle venait d'un tournage la veille. Elle allait tourner sur un autre juste après. Elle allait continuer avec un autre chose. Elle venait de faire une pièce de théâtre, mais elle tournait aussi en même temps. Elle venait d'arriver parachutée sur le tournage à Budapest. Je suis là, je suis bien. Fatiguée, je ne sais pas, on l'a pas vu. Énervée, je ne sais pas, on n'a pas vu. Elle était là, présente. Ouais, mais hyper professionnelle, hyper respectueuse. Carrément. Mais Budapest, c'est pas là où il y a eu le confinement et toi, tu t'es retrouvée à être solo dans les rues. Et... Oui. Ouais. C'est ça. C'était ça. Tu te rends compte où normalement il y a des milliers. J'ai presque envie de dire la chance, tu vois, parce des que milliers de touristes. J'étais seule dingue. Dans les hauteurs de Budapest où normalement il y a quand même des châteaux, il y a des églises extraordinaires, il y a des musées. Ouais. J'étais seule dans les églises, dans les musées. Les mecs d'ailleurs ils ouvraient. J'étais seule. Alors, justement, il y en a un Anglais, justement, à un moment donné, en anglais, il m'a dit, mais d'habitude, la queue, elle est là-bas. Putain, c'est dingue. Et là, je rentrais, j'étais toute seule dans les trucs. Ouais, ça, c'était assez marrant. Ça, c'est passionnant. C'est comme avoir la Joconde, imaginez, les gars, avoir la Joconde pour ça, quoi. Mais t'as vu, ça arrive. Des fois, il y a des tournages qui se passent. Bah, Jay-Z et Beyoncé. Exactement. Enfin, et ils ont le Louvre pour eux tout seuls, quoi. Avec eux, je pense. Ouais. Hein, il y a un truc comme ça. C'est dingue. Ouais, puis il y a comment il s'appelle, tu sais aussi, Feu Chatterton. Je crois qu'ils ont fait un truc au Louvre, Feu Chatterton. Ah bon? Attends, je crois pas dire de conneries. Hein. Mais je crois qu'ils ont passé une nuit à tourner, je crois, dans une des ailes du Louvre, un truc comme ça. Oh, attends, je crois pas dire de conneries. Ouais, je trouve ça c'est comme être le fantasme enfant, c'est d'être coincé dans des galeries Lafayette toute une nuit ou un truc comme ça. Je me dis au Louvre toute une nuit. Bon, ça me ferait un peu flipper au rayon égyptien. Entre deux momies, je serais peut-être pas très bien de passer la nuit là-bas. Je pense que t'as raison. Puis même, je crois que toute seule, j'aimerais pas. Enfin, tu serais peut-être pas toute seule. Ouais, c'est ça. Trop de fantômes là-dedans. Ouais. C'est tellement chargé. Ouais. Tu crois aux fantômes, toi aussi? En tout cas, je sais pas, présence, sensation. Enfin, je sais pas, tous, sans croire aux esprits ou aux fantômes, il y a des lieux. Ouais. Dans lesquels tu rentres et tu fais, oh, que je n'aime pas ce lieu. Ouais. Alors qu'il peut être très beau, magnifique, et tu rentres, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Puis d'autres lieux où tu fais, mais, qui sont accueillants, ouverts, et d'autres sont fermés. Et genre, même, angoissant et inquiétant. Ouais, je me rappelle, alors moi, c'est bizarre, mais je ressens pas du tout ça. Ma mère est comme ça, elle entre dans un lieu et dit, ah, ça, ici, c'est bien. Moi, je sens que dalle. C'est bizarre. Moi, je peux être effrayée par un lieu. Toi, tu sens? Vraiment. Ouais. Après, je sens quoi, j'en sais rien. Oui, après, t'as vu, on en mais sait c'est rien. Des croyances, hein. Voilà. Ou après, c'est des.
oui, des sensations, va savoir très bizarres, de toutes sortes de choses, hein. Mais par contre, je suis en train de me dire, moi, je sens les gens. Et c'est pas forcément des gens méchants, mais je sens qu'il y a un truc où notre énergie peut pas fonctionner. Et oui, je comprends, ouais. Ben oui, mais ça, heureusement, on est un peu des animaux. On a gardé ça, je trouve, notre part animale, et je l'aime, la part animale, parce que j'aime profondément, tu sais, et toi aussi, les animaux, tu les aimes aussi. Je crois qu'on a gardé notre part animale, et heureusement. C'est-à-dire qu'on a, par moments, des ressentis vis-à-vis des gens qui sont justes, hein, des fois ou pas. Donc, il faut se méfier de ce qu'on ressent. Mais par moments, on voit bien que des personnes, l'énergie de certaines personnes nous gêne. Alors, est-ce que c'est la leur? Est-ce c'est ce qu'ils ont vécu? Est-ce que c'est ce qu'ils portent? Est-ce que c'est l'éducation qu'ils portent? Des fois, il y a des choses qui me gênent. Un jour, un exemple. Un jour, j'ai fait un stage, j'avais 20 ans, donc j'étais jeune, j'avais encore pas bien analysé beaucoup. Mais ça a dû te marquer. Il y avait peu de choses que j'avais encore bien observées ou que je comprenais. Bah oui. Un jour, je fais un stage et il y a un homme, on était une vingtaine de personnes, et il y a un homme qui me faisait peur. L'énergie, j'aimais pas son énergie, elle me faisait peur. Et chaque fois qu'on finissait le stage, la journée de stage, la prof nous demandait de nous allonger. Elle désignait 2 personnes pour, à un moment donné, étirer la nuque de l'autre et faire comme un petit massage de la tête, du corps. C'est intime, ça, presque. C'est très intime. En effet, on était tous évidemment avec nos jogging et tout ça. Mais elle nous dirigeait en disant, voilà, là, tranquillement, vous étirez la nuque. C'était pour, tu sais, redétendre le cou, les épaules, donc tirer les bras, lâcher, voilà. Tu vois, sous-peser les membres, tu sais, pour qu'on relâche. Donc, tu vois, elle faisait des choses comme ça, très agréables. Et le stage dure quand même 15 jours, et nous sommes, 20, 30, je sais plus. Et chaque jour, je disais, mon Dieu, que je ne me retrouve jamais avec cet homme, je ne l'aime pas, je voudrais pas qu'il me touche. J'ai 20 ans. Oh, fais chier. Je sens ce qui va arriver. J'ai 20 ans. Je ne veux pas qu'il me touche, je veux pas qu'il me touche. Bref, gamine un peu aussi. Non. Bref, je passe pendant 15 jours, 2 par 2, avec tous les autres, et ça se passe super bien. Dernier jour du stage, elle désigne, je sais plus comment il s'appelait, on va dire Eric. Elle désigne Eric et elle dit, Guylaine, mets-toi avec Eric, vous avez jamais été ensemble, je crois. Et là, je sens que je me pétrifie à l'intérieur et j'ose rien dire, évidemment, parce que, non. Tu veux pas le vexer aussi, oui, lui puis faire de la 15 jours peine, s'étaient écoulés et j'avais toujours pas senti chez lui de décontraction. En fait, il y a quelque chose de dur chez lui que je sentais dans son corps de tension. Et j'avais peur qu'il me la donne. Je sais pas, bref. Okay, ouais. Je m'allonge parce que je le regarde, je fais je sais pas. Il me dit bon, je commence. Donc, je me laisse faire. Et là, ma belle, j'ai jamais eu sur les 15 jours un toucher aussi sensible, aussi respectueux, aussi compréhensif de ma personne. Oh, c'est trop touchant. C'est-à-dire que je comprends au bout de 15 jours, et ça a été une des grosses leçons de ma vie, c'est-à-dire que entre ce que tu ressens de quelqu'un et la réalité de cette personne, il y avait un monde, et enfin j'ai laissé l'autre monde, c'est-à-dire celui qui jugeait et qui avait peur, pour en fait découvrir un monde d'un homme timide, inhibé, mais qui du coup étant timide et inhibé, sûrement avec plein d'autres choses en lui formidables, quand il avait étiré mon cou, il y avait quelque chose, il prenait vraiment conscience de ce que j'étais, et je crois que ça a été le plus beau massage que j'ai eu sur les 15 jours. Les autres n'avaient pas été à la hauteur et n'avaient pas eu la sensibilité de cet homme. Ouais, c'est ça, c'est de la sensibilité. Grosse leçon. Ouais, grosse leçon. C'est vrai, comme tu dis, on abandonne aussi ses préjugés. Et ça, Dieu sait si on en a. Et en vieillissant, je me dis, c'est ça, je crois que c'est... Il y a plein de choses qu'il faut lâcher. On a fait le tour de plein de choses et on est obligé en vivant, on doit apprendre plein de choses. Mais à un moment donné, je crois en vieillissant, comme on commence à comprendre un peu mieux qui on peut mieux accepter qui est l'autre ou accepter qui il est et comme il est. Et du coup, on peut commencer à apprendre à lâcher vraiment et être vraiment dans le
le plus vrai possible. Mais tu sais, parfois on dit qu'il y a un effet un peu miroir quand l'autre t'agace. Qu'est-ce que tu vois chez lui qui t'agace mais qui te trigger toi? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouais, mais est-ce que t'as pas ressenti ça des fois que c'est un miroir qui nous est tendu? Ouais, justement. J'ai l'impression des fois que quand quelque chose nous agace chez l'autre ou qu'on n'aime pas ou Dieu sait quoi. Mais ça fait appel à quoi chez moi, ouais. Un miroir. Mm-hmm. C'est aussi ça l'autre leçon. L'autre est souvent un miroir. Mm. Donc ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est souvent ce qu'on n'aime pas chez soi. Hein. Donc, c'est intéressant. C'est Puis il y a du boulot encore. Hein. Il y a du boulot, mon Dieu. Ça va me coûter cher tout ça. On est loin hein. du compte. Hein. Tu sais, j'étais chez la gynéco la semaine dernière. Voilà, c'est passionnant. Renouvellement de pilules. Bon. Et on parle et elle est super parce que elle s'intéresse aussi beaucoup aux psychosomatiques. Elle étudie la méditation. Enfin, c'est intéressant d'avoir un gynéco très classique, essayer des méthodes alternatives, tu vois. Et à un moment, je lui parle de quelque chose en particulier et elle me dit, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous. À l'intérieur, quoi. Et je rentre chez moi et je me suis dit, bah merde, bah oui. Mais j'en ai marre, moi, qu'on me dise, ah, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Mais qui a totalement confiance en soi? Qui a une estime de soi intacte? J'ai l'impression que c'est le truc d'une vie que, bah oui, bah je suis pas encore arrivée, bah non, j'ai pas encore totalement confiance en moi. Bah merde, enfin, j'en ai marre qu'on me le reproche, tu vois? Et ouais, mais t'as vu, c'était peut-être pas un reproche, c'était maladroit, hein, c'était vraiment pas méchant, elle est adorable. Mais j'ai pas je me confiance suis en fait moi. cette réflexion. J'ai 30 ans là, plus que toi, chouchou, et j'ai toujours pas confiance en mais moi. Oui, mais en fait, mais du coup, c'est ouais, okay, mais c'est quoi. bien parce que en fait, c'est une qualité en fait. Si elle ne t'empêche pas d'avancer, ça t'empêche pas si c'est pas une auto sabotage, c'est pas un auto-sabotage où est le problème de pas avoir confiance en soi, parce que la preuve, bah ouais, j'en ai un peu marre. Est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Bah voilà. Bah non, hein, je crois pas. Bon, je la trouille moi aussi. Hein. T'as pas confiance en toi, mais t'as un sacré culot. Mais un beau culot, hein. C'est-à-dire que je t'ai vu quand même pendant une petite semaine, mais t'es belle et bien là, hein. T'as pas confiance en toi, mais franchement, ça t'empêche pas d'être avec, hein. Donc, où est le problème? Il y en a pas. Ouais, moi je suis d'accord. Et puis et on va continuer à aller chez le psy pour travailler le manque de confiance en soi. Bon, bah c'est comme ça. Et peut-être que c'est même pas ça à la base, figure-toi. C'est peut-être même pas le manque de confiance en soi à la base. C'est plutôt toutes les injonctions qu'on a eues quand on était enfant. Des injonctions, tu sais quoi? De maladresse des parents ou des amis des familles, de la famille, qui ont été, quand on est enfant, on est assez influençable. On écoute, on subit. On écoute beaucoup. On écoute, on est obligé. Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt ça, les injonctions, qu'il faut apprendre à laisser de côté? Mais ça, t'as raison. C'est tout un long chemin, un long travail. Hein. Bah, il y en a une entre autres. J'adore comme cet épisode. Et franchement, les gars, je suis désolée, on parle pas d'échecs, mais c'est tellement intéressant que je vais le mettre hors série, voilà. Puis ceux qui aiment pas, ils partent. Hein. Ben voilà, tant pis pour vous. Mais j'ai refait après Dieppe, je me suis dit j'ai tellement adoré la semaine avec vous, je me suis dit j'adore leur métier, j'aurais fait une masterclass parce que j'ai envie de ça, tu vois. Mais oui, tu me l'avais dit en plus. Et ça m'a un peu fait de la peine pour la petite fille que j'étais et à la fois ça a été un réveil aussi. Je me suis rendu compte que par rapport à la masterclass, j'osais moins parler fort et prendre de la place et je me suis interrogée mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me mets presque en retrait? Et moi je me rappelle que petite et jusqu'au collège, j'étais très grande gueule. Je faisais beaucoup de blagues, etc. et tout et on me disait souvent attention à ne pas être trop drôle parce que c'est le rôle des garçons. J'ai vraiment entendu ça, hein. Pas dans ma famille mais dans l'entourage plus ou moins éloigné et je me rends compte que petit à petit j'ai commencé à me dire qu'il fallait pas que je fasse trop de bruit. Ouais, je comprends. Tu vois, donc quand on parle d'injonction, peut-être que le manque de confiance en moi, il est pas tout à fait celui qu'on croit en fait. Peut-être contrarié. On t'a contrarié. Tu sais, comme les gens qui devaient les gauchers, qui sont devenus droitiers. T'es peut-être juste contrarié, ma belle. Et peut-être c'est ça qu'il faut juste ou peut-être pas, de toute façon le temps c'est le temps surtout, je pense. Hein. Mais à te redonner pas forcément confiance, mais plutôt autorisation. Autorisation, ouais, c'est ça. Autoriser que tu sois une grande gueule, et alors? Et là, en l'occurrence, c'est moi qui m'autorisais pas, tu vois, parce que là, c'était vraiment
la place où je pouvais prendre ma place, et c'est moi qui me suis, tu le disais, auto-sabotée. Ben Franchement, oui. tu rentres chez toi le soir, t'as plus de questions que de réponses. T'es Je là, mais comprends. je... Excuse-moi, cette masterclass, c'était quoi? C'était au studio Pygmalion. Ah oui, Ouais. mais du coup, excuse-moi, qu'est-ce que tu devais apprendre là? C'était une semaine. Alors, l'idée pour moi, c'était de retester, voir est-ce que ça me plaît. Bon, j'espère que vous nous avez suivis jusqu'à cette fin d'épisode parce que ce serait dommage d'avoir quitté en chemin. Tu sais, je crois que je vais l'intituler le tournage, mon tournage sur Benedetta ou un truc comme ça parce que franchement, c'était Ce que tu fascinant. veux. Ce que tu veux. J'aurais trop aimé te poser d'autres questions. Oh, mais écoute. Mais faut laisser partir les gens là. Mais oui, quand même. J'ai beaucoup parlé là, dis donc. Ah non, moi j'adore. Bah je vous avais prévenu que Guylaine raconte bien les histoires. Est-ce que j'ai menti? Non. J'espère que non. Merci beaucoup Merci Guylaine. à toi. C'était trop bien. Merci à toi, Titi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.